Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, ça c'est mon chat Mota. Je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes différents projets en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. Je filme, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais apparemment c'est la dernière journée avant un moment où il va faire que 35 degrés. Voilà, si vous entendez mon chat se plaindre, c'est parce que je veux pas qu'il vienne sur mes genoux. Vous comprendrez pourquoi. J'ai des nouvelles lunettes. Je les aime beaucoup. et j'essaie de vérifier que tout va bien. La correction n'a pas changé, mais j'essaie de vérifier que c'est bon et que je m'y habitue normalement. Donc je les mets. Voilà. J'ai plein de choses à vous montrer, j'ai deux nouveaux modèles à vous présenter, j'ai deux projets personnels terminés et deux en cours ou échantillons pour des futurs projets que j'avais envie de vous montrer. Donc je vais commencer, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez trouver un projet en particulier ou sauter un passage qui ne vous intéresse pas, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons, ma page Patreon, dont on reparle à la fin. Voilà. Du coup, il mange. J'ai un nouveau modèle à vous présenter et je me rends compte que j'ai complètement oublié de prendre quelque chose. Je reviens. Donc, je viens de publier un nouveau modèle de chaussettes. Ce sont les chaussettes Pony. Alors, c'est la 5e paire de chaussettes de ma petite collection de cette année. Donc j'ai publié pas mal de patrons de chaussettes, je vais vous les faire défiler ici depuis le début d'année, un peu avec l'intention de jouer avec des détails texturés. Voilà, donc j'ai fait différents modèles, tous dans, j'avais acheté 5 pelotes de Lana Grossa White Seta, oui, qui est une laine à chaussettes, laine mérino, non, oui, laine, apparemment c'est du mérino, nylon et soie, qui a des couleurs assez sympas, un peu pastel, un peu néon. Et il me restait une paire que j'avais prévu de faire dans ce lavande, et j'avais une idée qui aurait utilisé quelques restes, mais des autres paires du coup. Donc une paire de chaussettes, un design multicolore, mais j'ai pas réussi à... Ça fonctionnait pas exactement comme je voulais. Donc j'ai un peu laissé cette idée de côté. Peut-être que ça ira mieux une prochaine fois. Mais du coup, voilà, je voulais faire un dernier modèle avec pour cette collection en fait. Et en même temps, Laine Magazine, donc les éditions Laine, cherchait des modèles, avait un appel en fait à proposition de modèles pour leur futur livre 52 semaines. Vous savez, il y a 52 semaines de chaussettes, il y a 1 et 2, de châles, d'accessoires, de tricots simples, etc. Et celui qui va paraître l'année prochaine, c'est 52 semaines de restes. Donc en fait, c'est des projets qui vont utiliser, mettre en valeur des restes, voilà, des petites quantités de fils, soit des projets tout en reste, soit des projets qui utilisent des restes en lien avec une quantité un peu plus importante. D'ailleurs, si vous suivez Lainé sur Instagram, vous pouvez voir qu'en ce moment, il repartage pas mal d'appels au test de designers qui ont fait des projets pour ce livre. Donc on peut avoir un petit aperçu parfois des modèles qui vont être dans ce livre qui va paraître début de l'année prochaine. Et je leur avais proposé plusieurs modèles et notamment celui-ci. J'avais fait ce petit échantillon. L'idée c'était de faire des chaussettes un peu d'inspiration kit ou patchwork avec différentes textures pour chaque section de la chaussette. Donc je m'étais amusée à reproduire un peu une chaussette. Vous voyez que là j'avais même fait un petit bout pour montrer le talon. Et cette idée donc n'a pas été retenue. Mais j'aimais tellement l'idée que j'ai décidé de l'utiliser pour ce modèle qui est maintenant disponible. Et donc ce sont les chaussettes Pony. Donc il y a
une des textures que vous voyez ici qui a disparu, mais l'idée est la même, et donc ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis la cheville vers la pointe, et vous avez en fait 4 textures différentes, 5 si vous comptez le jersey. Mais donc on commence par des côtes de 2, des côtes brisées. Avec les retours de mes testeurs, du coup c'est noté dans le patron, ça a moins de... C'est pas que ça a moins d'élasticité, c'est élastique, c'est juste que ça revient moins de manière un petit peu plus compressée que des côtes classiques. Donc la plupart de mes testeurs ont dû descendre de taille d'aiguille, n'hésitez pas aussi à le faire si vous avez besoin que ce soit un petit peu plus ajusté à la cheville. Moi du coup ça tombe plutôt bien parce que comme elles sont un poil hautes, on arrive sur mon mollet donc c'est plutôt confortable. Ensuite vous avez sur la jambe ce petit motif que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé dans plusieurs modèles de châles il y a quelques années, qui en fait ce sont des mailles glissées et avec une petite manipulation on récupère le fil pour faire ces petites formes. Vous avez un tutoriel vidéo dans le patron qui vous montre la manipulation. Ensuite on a des côtes de 2 et donc c'est le motif ici. Ici j'avais mis un motif de mailles glissées encore, mais je trouvais que ça faisait beaucoup de mailles glissées et beaucoup de points mousse. Et j'aimais bien l'idée d'avoir des côtes en fait au niveau du coup de pied. Parce que du coup bah, c'est plus extensible. Et donc j'ai mis tout simplement des côtes de 2. Vous avez ensuite sur le pied juste un point de semis, donc du jersey, avec de temps en temps une petite maille en vert. Vous avez dans le patron un talon à rang raccourci. Moi je fais un talon à rang raccourci à l'allemande, mais tout talon type rang raccourci, quel qu'il soit, fonctionne. Un talon après cou également. Si vous voulez faire un talon renforcé avec un gousset, c'est aussi tout à fait possible. Vous devez juste éventuellement maintenir le point, notamment les côtes ici, quand vous faites les diminutions de votre gousset. C'est rien d'insurmontable. J'avais juste envie que la chaussette soit facilement, vous allez voir, du coup utilisable avec plein de couleurs. Et la pointe qui est arrondie avec un remaillage à la fin. Est-ce que vous pouvez me dire si moi j'ai ces fameuses oreilles dont tout le monde parle quand on fait un remaillage? Parce que donc, si vous savez pas de quoi je parle, quand on fait un remaillage, donc ce qui s'appelle parfois le Kitchener Stitch, c'est une manipulation et il y a la façon traditionnelle de le faire où on fait vraiment passer le fil plusieurs fois, y compris dans les mailles du début. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas du tout le rendu parce que ça leur fait, ils disent, des petites oreilles, des petites pointes. Et alors moi je ne sais pas si juste je ne le vois pas, parce que ça me dérange pas, ou si je ne les ai pas. J'ai pas... Là il y a une petite surépaisseur, mais en fait c'est là où j'ai rentré mon fil. Mais en fait je comprends pas pourquoi je les aurais pas, parce que c'est vraiment... tout le monde en parle. Donc l'immense majorité des personnes, quand elles font cette technique, elles ont ce problème. C'est pas un problème, mais c'est juste une petite... voilà, peut-être un petit peu. Je ne sais pas. C'est cette petite surépaisseur sur les côtés. Ou alors c'est parce que je fais une pointe arrondie et du coup ça s'écrase plus. Je ne sais pas. Et en fait, je ne vois pas pourquoi moi je n'aurais pas ce problème, parce que je fais, comme je vous le dis, la méthode traditionnelle. Je fais rien de particulier. Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement bonne tension de manière générale, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas le problème. Donc dites-moi, est-ce que vous le voyez? Et du coup, c'est juste que moi, je vois pas le problème. Mais bon, bref. Vous trouverez assez facilement en ligne des versions du coup qui n'ont pas cet effet-là, si vous, ça vous dérange. Mais moi, je sais vraiment, je comprends pas. C'est un des trucs en tricot où tout le monde parle d'un problème et moi, je suis là, mais de quoi vous... Pour moi, c'est lunaire. Je me dis, qu'est-ce que vous dites? Je connais pas. Je ne sais pas. Bref. Donc, petit aparté terminé. L'idée, c'est donc, moi je les ai faites en uni, donc j'ai utilisé ce coloris lavande, alors je sais pas quel numéro c'est, j'ai oublié. Ce sera écrit dans la description. C'est un lavande un peu terne, mais je dis pas ça de manière négative, je trouve que la couleur est vraiment jolie.
Et l'idée, c'est qu'on peut utiliser différentes couleurs pour chacune des sections de la chaussette. Donc en fait, on peut utiliser jusqu'à 6 couleurs par chaussette. Donc les côtes, la jambe, le coup de pied, le talon, le pied et la pointe. Ça fait bien 6, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et même, pourquoi pas faire des chaussettes aussi dépareillées. Voilà, et si vous faites ça, ça utilise très très peu de fils. Mes testeurs en sont en général largement en dessous de 10 grammes pour une taille moyenne, une longueur de pied moyenne, une longueur de tige moyenne. J'ai oublié de rentrer un fil? C'est ça qui se passe là? Ouais. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et voilà, j'avais envie de faire une version unie d'abord pour bien montrer les textures et parce que j'ai remarqué que quand je faisais des choix de couleurs un peu farfelus, c'est difficile de se projeter, hein, parce que moi c'est pareil. Hein. Donc je me ferai certainement d'autres versions du coup avec cet effet multicolore en utilisant des restes. Vous remarquez peut-être que moi je fais le point sur le dessous du pied aussi. C'est évitable, hein, si ça vous dérange sensoriellement d'avoir un point sous, sur la semelle, quoi, sous votre pied quand vous portez la chaussette. Moi j'ai remarqué que si c'est que des mailles droits, mailles envers, ça me dérange pas. J'ai notamment fait une des paires de chaussettes du début d'année qui a un peu un point de point mousse avec des mailles glissées et qui est beaucoup plus épais et ça me dérange pas. Là c'est vraiment juste... En fait, plutôt que d'avoir juste le jersey en verre lisse, vous avez de temps en temps une petite maille. J'ai complètement oublié de rentrer un fil. une maille. Comment j'ai fait pour prendre les photos? Ah non, il est rentré le fil, j'ai juste pas coupé. Ridicule. Je vais la laisser comme ça pour me souvenir de le faire. Et en fait, c'est partout. Hein. Super. Voilà, moi j'ai constaté que ça me dérangeait pas, mais évidemment si vous ça vous embête, je sais que c'est hyper personnel la sensation au niveau des pieds, vous pouvez faire le dessous du pied ici en jersey. Voilà, donc les différentes textures c'est vraiment simple, hein. Vous avez des diagrammes et des instructions écrites si c'est ce que vous préférez. Comme je vous dis, la seule particularité c'est ici et vous avez un tutoriel vidéo. C'est rien de particulier, hein. C'est juste pour vous... particulièrement difficile, c'est juste pour vous montrer comment attraper ce fil horizontal correctement, mais c'est hyper intuitif. Vraiment, le niveau de difficulté, c'est que j'ai fait la deuxième chaussette en voiture, dans le noir, dans les tunnels en Norvège. Donc, voilà. Et j'avais entendu hein, qu'il y avait beaucoup de tunnels en Norvège. Oh mon dieu, interminable. Vraiment, et c'était très drôle parce que j'étais là en train d'essayer de tricoter et de compter parce que il faut que je compte quand même. Si je voyais pas du tout ce que je faisais, je voulais pas allumer la lumière de la voiture parce que c'est pas terrible. Et on était dans le tunnel et j'y voyais rien et en fait j'attendais à chaque fois les sorties de tunnel pour vérifier que j'avais bien fait mon compte et que j'avais pas décalé mon motif, et donc à chaque fois quand la fin du tunnel arrivait, j'étais là ah, et sauf que vraiment 2 secondes après c'était là oh, parce que ça revenait, il y avait un nouveau tunnel, donc ça faisait beaucoup rire Marius que j'ai à chaque fois l'espoir, le bout du tunnel et non il y en a un autre. Voilà. Donc voilà, si... Et j'ai quand même réussi à pas faire d'erreur. Donc voilà, si vous vous souvenez, je vous ai présenté donc il y a quelques podcasts mon gilet Atoll qui a une torsade sur le devant, une torsade hyper facile et prototype que j'ai tricoté dans des conditions parfaitement classiques avec beaucoup de lumière chez moi tranquille, et je suis quand même débrouillée pour faire une erreur. Et là, dans le noir, non, il n'y avait pas de problème visiblement. Bref. Comme quoi, plus de concentration dans l'adversité. Voilà. Pour les chaussettes pony avec 2 N, nom d'un personnage de... c'est où? C'est au-dessus, vous voyez pas. De faire un bout là. De la trilogie Capitale du Nord. Personnage parfaitement secondaire, hein, qui a pour seul mérite de
créer des problèmes. Mais je trouvais le mot mignon. Et voilà. Donc elles sont disponibles sur Ravelry et sur Payhip. Sur Ravelry, vous avez pour la sortie une petite promotion, vous avez moins 15% avec le code PONY, donc PO2NI, jusqu'à dimanche, si le modèle vous plaît. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ces chaussettes. J'irai couper les fils plus tard. J'ai un autre modèle à vous présenter qui est une publication individuelle d'un... oui, j'ai décidé que en fait c'était une bonne idée de prendre un cintre pour vous montrer les vêtements. Au bout de 8 ans de podcast, il y a des idées. Il y a des idées, attention. Le cache-cœur Pineberry qui est... j'ai pas pris ma version grillée, c'est pas grave. J'ai aussi décidé... J'ai plein d'idées en ce moment, c'est fou. Que quand je vais vous montrer des vêtements, je vais insérer des vidéos portées. Parce que c'est vraiment pas idéal en fait d'essayer de vous montrer le vêtement quand je le porte sur moi parce que j'ai pas assez de recul par rapport à là où je filme. Et voilà, de faire que... Enfin, c'est l'église quoi, debout assis, c'est pas idéal quand on tourne. Donc je vais insérer ici une vidéo de moi qui porte le cache-cœur. Donc c'est un modèle qui avait été publié dans le magazine d'été de Pom Pom de l'année dernière. Et il est maintenant disponible individuellement sur Ravelry et Payhip et il est donc traduit en français puisque le magazine était uniquement anglophone. Donc j'ai traduit le patron en français. J'ai également changer quelques petites choses, j'ai regradé une grande taille parce que au fil de voir les gens tricoter ce modèle tel qu'il était dans le magazine, j'ai un peu pu peaufiner la recommandation d'aisance parce que de voir comment les gens préféraient le porter parce que c'est mon premier modèle de cache-cœur en fait, ouais. Et c'est un peu particulier en fait de donner des recommandations d'aisance pour un cache-cœur parce qu'en fait ça dépend de à quel point vous le serrez, à quel point vous faites recouvrir les deux demi-devants. Et donc j'ai rajouté une plus grande taille, j'ai aussi largement simplifié la façon dont le patron vous indique de tricoter en hauteur, puisque donc au niveau de la construction, c'est un cache-cœur qui est tricoté donc à plat parce que c'est ouvert, mais en morceaux. Vous avez une couture sur les côtés. Vous commencez en fait par le dos, que vous voyez ici. Et vous tricotez le dos jusqu'à la hauteur d'emmanchure voulue qui est indiquée dans le patron. Et ensuite vous avez des diminutions que vous voyez ici pour bien le cintrer au niveau de la taille. C'est complètement optionnel si vous n'avez pas une taille marquée ou si vous voulez moins de diminution, etc. Dans le patron, vous avez la mesure, enfin dans le patron et aussi sur les pages du projet, hein, vous avez la mesure de circonférence, enfin la mesure déjà en bas du dos et la mesure de circonférence au niveau de la taille. Donc si vous voyez que pour vous c'est trop serré, vous faites moins de diminution. Voilà, vous pouvez en faire juste un petit peu ou pas du tout, comme je vous dis, vous pourrez rester tout droit. Une fois que vous avez fini le dos à la longueur que vous voulez, donc vous devez mettre les mailles en attente. Il y a une vidéo dans le patron qui vous explique ensuite comment positionner les devants par rapport au dos, puisque il faut que vous pensiez, et vous le voyez là comme je le tiens sur le cintre, que le dos, il va tomber quelques centimètres en dessous pour pas que en fait la nuque là soit vraiment collée trop haute. Il y a environ 2-3 cm, 2 cm et demi de tombée. Donc quand vous essayez de jauger la hauteur, la longueur en fait du corps, le patron vous donne une indication de longueur, mais si jamais vous avez un buste particulièrement long ou tout simplement que vous voulez quelque chose de plus bas ou de plus court si votre taille elle est particulièrement haute, le patron vous dit donc prenez bien en compte le fait que le dos commence à peu près 2-3 cm, donc vous regardez là, vous le mettez là comme ça, et que ensuite vous aurez la ceinture qui va rajouter 5 cm. Voilà, donc si vous voulez ajuster la hauteur, c'est un peu la difficulté du patron.
c'est qu'il faut que vous jaugiez un petit peu, vous pouvez le mettre sur un autre projet que vous avez, pour voir un petit peu comment est-ce que vous voulez que ça tombe. Tel que c'est conçu, l'idée c'est que ces mailles ici, les mailles que vous allez mettre en attente au bas du dos, doivent tomber sur votre taille, donc la partie la plus fine de vous. Et si vous n'avez pas de taille, vous faites ce que vous voulez. Voilà, en fait, juste au-dessus de vos hanches. Voilà. Donc voilà, vous ajustez un peu comme vous voulez. Et vous relevez, comme je vous dis, voilà, c'est un peu le tricot. Le processus du tricot est simple, mais il faut un petit peu savoir quel genre de longueur vous aimez. Voilà, il faut un peu réfléchir sur la conception du projet, du fait du fait que ce soit centré. Et de la façon dont c'est construit, vous relevez les mailles ensuite ici sur les devants. Et vous tricotez les devants un petit peu tout droit et ensuite vous commencez à faire des augmentations pour l'effet cache-cœur. Donc c'est comme un col V en fait, vous faites des augmentations des deux côtés du devant. Et donc c'est là que vous avez la petite vidéo pour vous permettre de bien vérifier que la longueur de vos devants correspond à celle du dos. Donc le patron, dans cette vidéo, je vous explique en fait comment positionner le pli d'épaule, puisque donc le pli d'épaule est pas sur la ligne de relevage, mais un petit peu après. Et ensuite, vous alignez en fait vos rayures, pour vos rayures de motif et ou de couleur, puisque c'est un projet qui peut aussi se faire en rayé, bicolore, pour atteindre la bonne longueur. Et en fait, vous continuez les augmentations sur le devant jusqu'à la fin. Donc vous tricotez en augmentant, c'est toujours le même rythme, jusqu'à la longueur voulue, quelle qu'elle soit. Donc c'est un peu ça que j'ai simplifié dans cette version numérique du patron. C'est que dans le patron tel qu'il est écrit dans Pom Pom pour des magazines, c'est vraiment très rigoureux en termes de faut donner exactement un certain nombre de rangs, exactement un certain nombre de mailles à la fin pour pouvoir voilà, donner des mesures, etc. Alors que bon, dans la réalité, tout le monde va un peu faire sa sauce. Donc dans cette réécriture du patron, je vous dis en fait plus clairement, vous tricotez jusqu'à ce que la longueur du devant corresponde à celle du dos, et peu importe le nombre de mailles que vous avez, parce que vous continuez à augmenter jusqu'à la fin. Ensuite, une fois que vous avez mis toutes vos mailles en attente, vous commencez la ceinture, et vous commencez la ceinture que vous tricotez en point mousse avec des mailles glissées en bordure. Vous tricotez une certaine longueur, puis vous allez l'accrocher en fait aux mailles. C'est un peu comme si vous avez fait des bordures de châle qui sont tricotées en biais, vous savez. Vous allez tricoter, ou une patte de boutonnage en jersey double souvent en fait. Vous allez tricoter comme ça en biais et au fur et à mesure, hop, venir accrocher la ceinture au bas du cache-cœur, tout le long de vos mailles qui avaient été mises en attente. Et une fois que vous avez fait tout le tour, et bien vous avez à nouveau juste votre ceinture que vous continuez pareil sur une certaine distance. Et ensuite, il reste juste à faire une couture ici. Pourquoi j'ai fait une couture plutôt que de rejoindre en rond sous les... Enfin en rond, pas en rond, mais de rejoindre les demi-devants et le dos après les emmanchures. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai voulu laisser ça pour que vous puissiez, une fois qu'il y a la ceinture, en fait, essayer le haut et ajuster si vous vous rendez compte que la hauteur d'emmanchure, vous avez besoin qu'elle soit plus haute, plus courte. Voilà, vous pouvez aussi bloquer à ce moment-là votre projet pour voir si votre fil se détend. Et comme ça, vous pouvez, en fait, vous faites une couture. Alors, comme souvent, quand moi je fais des coutures, enfin comme tout le temps, comme moi je fais des coutures, faut pas en avoir peur, hein, c'est des coutures droites, donc c'est vraiment simple. Et vous avez une maille glissée en fait, vous voyez là vous avez une maille glissée en bordure. Et c'est hyper simple de faire une couture invisible quand vous avez une maille glissée parce que vous voyez vraiment où passer votre aiguille pour faire votre couture. Voilà. Donc moi n'étant pas quelqu'un de très minutieux, ça me dérange pas de faire ça.
Donc c'est parce que j'ai trouvé un moyen de faire qui correspond à ma fainéantise. Bonjour, voilà. Et donc voilà, comme je vous le dis, si jamais vous constatez à ce moment-là que la hauteur d'emmanchure n'est pas telle que vous la voudriez, parce que votre fil s'est détendu, parce que finalement vous n'avez pas bien mesuré, etc. Et ben vous pouvez faire une couture, refermer davantage, refermer moins, etc. Et comme ça fonctionne. C'est tout. Oui, c'est tout. Donc vous avez pas de mailles à relever ensuite. Voilà, toutes les bordures sont faites en même temps. Et donc le point, c'est un point tout simple avec des jetés, des doubles diminutions centrées et un rang. En fait, vous avez un rang qui fait un rang de mailles envers, mais qui est fait de l'autre côté, hein, donc c'est des mailles endroits. Voilà. Et sur les bordures, en fait, c'est du point mousse et une maille glissée. C'est une bordure que je mets pas mal sur mes châles. Voilà, vous la reconnaîtrez peut-être. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Le motif est en diagramme et en instruction écrite. Donc comme je vous le dis, vous pouvez faire en uni ou en version rayée. Je vais vous mettre les photos ici du prototype que moi j'avais tricoté pour Pom Pom, donc qui est rayé. Donc ce prototype qui est rayé, on l'avait fait en Candide de Dererum Natura. Donc c'est un mélange de 70% de mérino d'Arles cardé, le même que Ulysse, et de 30% de coton recyclé. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce fil et ou son équivalent plus épais, la Robinson. Je le trouve vraiment assez intéressant hein, et c'est vraiment une texture particulière. Le fait de mélanger ce mérino cardé, quelque chose de très laineux avec du coton, ça fait une texture qui est plus sèche mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas... ça a un toucher... un peu plus frais en fait. Alors c'est quand même très laineux, hein, c'est pas du tout approprié pour l'été, en tout cas pas chez moi. Mais vraiment pour le printemps où donc j'ai un gilet en Robinson, donc qui est plus worsted, plus comme la Gilliatt. Moi comme il fait rarement très très froid ici, ce gilet j'aime bien, je le porte en hiver. Et voilà, c'est un fil vraiment je le trouve très particulier. Il me laisse toujours un petit peu perplexe. Je trouve qu'il a une jolie définition. La palette de couleurs laisse un petit peu à désirer pour moi, c'est trop pastel pour mes goûts, mais il y a des jolis neutres. J'ai notamment une petite quantité d'un gris, mais j'ai pas encore trouvé trop quoi faire avec. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que avec ce point, ça donne vraiment un effet texturé, voilà, pas ajouré. Et donc la version rayée, elle est parfaitement portable sans rien en dessous. Sauf que la version rayée, elle est un peu trop petite pour moi. Les photos que je vous mets, je les avais prises il y a 2 ans du coup, c'était un peu trop petit pour moi. Et maintenant j'ai pris encore plus, je pense que j'ai 5 cm de tour de poitrine en plus par rapport aux photos qu'il y a là. Donc maintenant c'est vraiment... ça me va, hein. En fait c'est l'avantage du cache-cœur, c'est que ça va toujours. Mais disons que c'est pas la même ambiance de porter un cache-cœur qui est très ajusté sur la poitrine. Voilà, c'est pas le même... c'est un effet particulier, quoi. Voilà. Mais la dentelle dans ce fil, c'est aussi le même fil que j'avais utilisé pour un pull, le pull Lucienne qui est dans un numéro de Laine Magazine. C'est vraiment intéressant, je trouve. Ce fil, j'ai bien envie d'essayer de mieux le cerner. Mais pour ma nouvelle version, une version qui est donc à ma taille, j'avais envie d'essayer un fil plus estival. J'ai tricoté celle-ci en coton love de Lana Grossa, donc c'est du pur coton. Si vous me suivez, vous savez que moi et le pur coton, j'ai un peu de mal. Et comme souvent, quand j'ai un peu de mal avec quelque chose, et je creuse un petit peu pour essayer de voir qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a quelque part un pur coton qui est parfait pour moi. Pour l'instant, j'ai pas trop trouvé. J'avais beaucoup aimé alors c'est pas un pur coton du coup, mais le coton cachemire de Katia par exemple, qui est juste genre 5% de cachemire, je crois.
J'avais bien aimé, mais je le trouve un peu trop chaud. Pour l'été, je le trouve trop dufteux, en fait. Voilà, c'est normal, il y a du cachemire dedans, hein, j'aurais pu trouver ça toute seule, sans avoir tricoté, mais j'aime bien pour le printemps quand même. Et là, donc là, c'est un pur coton, c'est Sport DK. Je crois qu'il y a 120 mètres ou 150 mètres aux 50 grammes. Et je suis assez agréablement surprise. Les purs cotons, moi je trouve que c'est lourd, c'est difficile à tricoter, c'est trop chaud en fait pour l'été. Et là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Pourtant, le point est quand même sujet à problème avec du coton parce que il y a des doubles diminutions centrales, donc il faut piquer dans 2 mailles à la fois, puis faire passer. C'est assez dense, puisque moi je dois le tricoter avec des assez petites aiguilles, j'ai dû le tricoter sur des 3 mm pour avoir le bon échantillon. C'est un échantillon de 22 mailles, hein, donc avec d'autres types de fils. La plupart des gens avaient l'air d'utiliser plutôt 3,5 mm, voire plus si vous tricotez assez serré. Donc j'ai dû le tricoter sur des aiguilles assez petites. En plus, je les ai tricoté, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai tricoté avec des hadis pas lace, donc pas pointe dentelle, donc les hadis qui ont un bout très arrondi, ça m'énerve. J'aime pas les aiguilles avec les bouts arrondis, ça m'agace. Donc assez serré, pas mal de manipulations. En plus, je l'ai tricoté assez intensément, hein, je l'ai fait en moins de 2 semaines. Donc j'ai passé pas mal d'heures dessus. Bref, une recette qui aurait dû me garantir d'avoir des douleurs. Et non. Donc, au tricot, agréablement surprise de ce coton. Je trouve que le résultat, pour le type de projet que c'est, parce qu'il y a quand même, voilà, il y a la ceinture et tout, c'est un cache-cœur, il y a beaucoup de mailles avec les augmentations. Je trouve que c'est pas très lourd. Voilà, après à voir, le seul truc qui me reste à voir, c'est est-ce que j'aime bien le porter, même quand il fait chaud. Donc, alors je vais pas laisser les là quand il va faire 40, hein, parce que le pauvre c'est pas juste. Mais bah, je vais essayer de le porter au fil de la saison là pour voir, parce que peut-être que j'ai trouvé mon coton qui m'irait bien. Est-ce que j'aimerais qu'il soit un peu plus fin parce que ça reste plus une sport DK? Oui, mais bon. Si s'il est aussi agréable à porter qu'à tricoter, peut-être que ça y est, j'ai trouvé un coton un pur coton qui me satisfait, on verra. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. C'est le rouge, c'est 32, je crois. C'est moins... C'est un poil moins chaud que ce que vous voyez à l'écran. Là, avec la luminosité, ça fait très chaud. Mais voilà donc pour Pineberry, qui est maintenant disponible en patron individuel et traduit en français. Comme je vous le dis, c'est un projet qui est à tricoter, qui est zéro cerveau. Une fois que vous avez compris le point à compter, c'est hyper facile. Mais faut un peu savoir concevoir la longueur qu'on veut et comprendre la construction. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum la façon dont c'était écrit. Mais voilà. Si vous aviez acheté le magazine Pom Pom en question où le modèle avait été publié et que vous voulez la version numérique, vous m'envoyez un message, soit sur Instagram, soit sur Ravelry, soit par mail, et je vous envoie évidemment la version numérique, vu que vous avez déjà techniquement acheté le patron, puisque vous avez acheté le magazine Pom Pom, Pom Pom m'a payé, voilà, donc vous ne rachetez pas le patron si vous avez le magazine, évidemment. Sauf erreur de ma part, le magazine est toujours disponible en version digitale si vous voulez acheter le numéro entier. C'était vraiment un chouette modèle avec notamment beaucoup de... enfin beaucoup, il y a 2 tops au crochet qui sont magnifiques, que j'ai tous les 2 prévus de me faire. Et voilà. C'était un numéro inspiré par les fruits. C'est une bonne idée le centre, mais c'est aussi la voie à faire l'idiote avec. Hein. J'ai tendance à... J'agite beaucoup les trucs comme ça dans ma main.
J'ai 2 projets personnels terminés. Donc oui, je peux pas vous montrer de design en cours puisque je suis en train de tricoter le prototype de mon calmistère de cette année. Je vous en reparle bientôt, je ferai une vidéo dédiée pour vous présenter le modèle. Ça arrive, ça arrivera mi-août, voilà. Donc je passe à mes projets personnels et j'ai fait 2 tests tricot récemment et les 2 modèles sont maintenant disponibles et mes versions sont terminées. Le premier c'est celui-ci, c'est donc le top Typo de Marie Erdmann. Donc pareil, je vais vous mettre la petite vidéo où je tournicote pour vous le montrer porté. Je suis très contente de ce top, c'est un petit débardeur avec des bretelles mi-large. Il y a dans le patron une option pour les faire encore plus larges, si jamais. Pour moi, elles tombent très bien quand je mets mon soutien-gorge correctement, mes bretelles de soutien-gorge correctement. Elles sont parfaitement couvertes par les bretelles du débardeur. Ça se tricote de haut en bas. On commence en fait par un montage provisoire et on fait les bretelles, on tricote droit pendant un certain nombre de rangs. Ensuite, on commence à faire des augmentations pour l'encolure et pour le dos et pour l'emmanchure. Le devant et le dos ont le même nombre de mailles, mais alors si j'arrive à vous montrer correctement, c'est vraiment très subtil, mais le dos est un petit peu plus... je vais pas réussir à vous montrer, mais le dos, il y a un peu plus de largeur, un peu plus vite. Au niveau du col en fait, dans le dos, par rapport au devant, qui est plus dégagé. Une fois qu'on a fini les augmentations d'emmanchure, on rejoint en rond, voilà. Et on commence à faire le corps, et donc la particularité de ce design, c'est d'avoir ces motifs de rayures texturées, et donc vous avez 6 motifs différents, et vous pouvez en utiliser qu'un seul, faire juste 2 rayures, faire plein de rayures, faire des rayures avec des couleurs différentes, etc. Là, moi, j'ai utilisé les 6 types de rayures présents dans le patron. Donc, ce sont des mailles en vert, des mailles en droit, des mailles glissées. Et je trouve ça hyper amusant. Je suis vraiment fan de ce genre de motif en ce moment. J'aime beaucoup l'irrégularité créée par les couleurs comme ça. Je trouve ça super sympa. Mon motif préféré, c'est celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Et qui est tout bête, celui-ci là, le 4e, en partant du haut. Mais je les aime tous bien, hein, et je trouve que le rendu est vraiment très sympa. On peut faire plein de personnalisation. Et une fois qu'on a fini ces rayures, on tricote tout droit le corps jusqu'à la fin. Les finitions sont toutes en I-cord, donc on fait un I-cord à la fin pour abattre ces mailles. Ensuite on fait un I-cord appliqué, donc qu'on relève, et on forme l'I-cord en même temps sur les emmanchures et sur l'encolure. C'est la difficulté du patron, dans le sens où si vous avez jamais fait un I-cord, c'est voilà, faut savoir le faire, faut savoir refermer un I-cordon rond, donc faire un remaillage. Encore. Bref, voilà. Et alors, avant de faire l'I-cord, vous refermez les bretelles en faisant un rabat à 3 aiguilles. Et c'est ce que je trouve assez intelligent dans cette construction. Moi, d'habitude, j'aime pas trop faire des montages provisoires sur le haut des vêtements, parce que souvent quand on fait un montage provisoire comme ça, notamment pour un col, c'est pour reprendre les mailles tout de suite ensuite. Et et je trouve que ça, on n'a aucune structure du coup, et ça me plaît pas trop. Moi je préfère soit relever des mailles, soit faire des rabats, pour avoir quelque chose qui se tient, notamment pour des hauts d'été où les choses ont un peu tendance à être dans des fils plus souples qui peuvent potentiellement se détendre. Mais là, en fait, on fait donc un montage provisoire qu'on vient ensuite refermer avec un rabat à 3 aiguilles, qui est un peu comme une couture. La raison, c'est parce que ça permet en fait d'ajuster la hauteur des bretelles à la toute fin. Donc vous avez complètement terminé votre débardeur, vous pouvez même le bloquer, et vous avez toujours vos mailles en attente ici, et comme ça vous pouvez vérifier, ok, la hauteur d'emmanchure, ça me va pas. Vous pouvez allonger ou raccourcir les bretelles à la toute fin. Ce qui est souvent le problème des débardeurs qu'on tricote de haut en bas. Pourquoi moi j'aime bien designer des débardeurs tricotés du bas vers le haut? Parce que le problème au niveau de la coupe des débardeurs, c'est là. C'est la hauteur des bretelles.
Et donc, je préfère laisser ça à la toute fin parce que comme ça, si on se rend compte que ça va pas, eh ben, on a juste à défaire ici et à ajuster la toute fin du projet juste sur les derniers centimètres en fait. Alors que quand on fait de haut en bas, eh ben, si vous relevez les mailles ici, ben après pour défaire c'est fort pénible. En fait, il vous faut relever plus bas, couper et repartir dans l'autre sens, ce qui en jersey n'est pas un problème, mais les gens aiment pas trop le faire parce que c'est un peu pénible. Mais ça, du coup, en faisant comme ça, c'est idiot, hein. Oui, vous faites un montage provisoire et après vous rabattez à 3 aiguilles, c'est un peu... Je n'y avais jamais pensé, en fait, et je trouve que c'est une super idée. Ça paraît évident, mais ça m'était jamais venu à l'esprit parce que ça règle complètement le problème. Et on peut tricoter de haut en bas, donc à la limite, vous épinglez vos bretelles quand vous voulez essayer le top, vous les épinglez ensemble. Ça vous permet donc tous les avantages de tricoter de haut en bas. Vous tricotez le corps à la longueur qui vous convient en voyant tout de suite le résultat. Et vous pouvez utiliser le fil, la quantité de fil dont vous disposez. Et vous pouvez quand même ajuster la hauteur des bretelles, comme je vous le dis, à la fin. Je sais pas si je suis très claire. Mais bref, c'est très bien. Le patron est très très clair. Marie-Antoine, elle a pas beaucoup de patrons. Je crois que c'est son deuxième modèle de vêtements seulement, je crois. Peut-être je dis une bêtise. Mais j'ai trouvé que le patron était extrêmement clair, ça va droit au but, et en même temps il y a plein de petites astuces pour gérer sa tension, pour adapter les choses comme on le souhaite, etc. J'ai fait une modification, c'est au niveau de la tension de la corde, mais enfin c'est pas vraiment une modification parce que comme je vous le dis, elle le suggère dans le patron. Donc quand vous relevez pour faire votre high cord, elle suggère un ratio, un certain ratio en fait. Quand on relève des mailles, soit on vous dit vous relevez X mailles, si l'objectif c'est que vous ayez X mailles parce qu'il vous faut un certain nombre de mailles pour le tour de bras pour que ça corresponde aux mesures du design, soit on fait ça, mais parfois vous pouvez avoir à relever des mailles sans avoir besoin d'avoir un nombre précis de mailles. Par exemple, si vous faites une patte de boutonnage pour un gilet, bah peut-être que vous avez allongé ou raccourci votre gilet, donc c'est un peu absurde de vous dire relever X mailles parce que ça ne va pas correspondre à ce dont vous avez besoin. Et dans ce cas-là, on vous donne un ratio. On vous dit relever X mailles sur X mailles. Ça veut dire que quand vous regardez votre bordure, vous voyez 4 mailles, bah vous en relevez peut-être que 3 sur 4. Vous relevez 3 mailles, vous en sautez une, vous relevez 3 mailles, vous en sautez une. Et donc voilà, ratio 2 sur 3, 3 sur 4, 5 sur 6, ou 1 sur 1, toutes les mailles. Bref. Donc elle donne un certain ratio. Moi j'ai fait beaucoup moins parce que je sais que mes accords, moi je serre pas du tout mes accords, je sais que c'est un problème commun, moi pas du tout. Au contraire, mes accords ont tendance à être plutôt lâches, donc j'ai fait un ratio plus serré sur la totalité du projet. J'ai relevé 3 mailles sur 4, sauf dans la nuque, donc au niveau du dos ici. J'ai relevé encore moins, uniquement 2 mailles sur 3 ici. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de bien identifier, j'ai vraiment rentré tous mes fils côté du dos, comme ça je vois où est le dos, parce que j'ai fait en sorte que cette ligne là dans le dos soit beaucoup plus serrée, parce que moi j'ai toujours le problème avec cette forme de débardeur où vous avez une ligne droite comme ça, j'ai toujours le problème que dans le dos ça baille, et donc en relevant beaucoup moins de mailles avec la corde, et ben ça a complètement, voilà, il n'y a aucun problème, ça se met très très bien à plat et je suis contente. Alors que sur le devant, vous voyez peut-être hein, que sur le devant, voilà, là c'est le devant, et c'est un petit peu plus souple que dans le dos, c'est plus tendu, ce qui permet de rester bien à plat. Voilà, c'est le seul truc que je sais pas, c'est pas vraiment une modification parce qu'encore une fois dans le patron elle le suggère bien. Le truc qui peut être un petit peu fastidieux et pour lequel je vous conseille d'utiliser des aiguilles interchangeables, c'est que en fonction de votre tension, vous allez potentiellement devoir changer de numéro d'aiguille quand vous tricotez certains des points. Vous avez certains des points qui utilisent des mailles glissées, donc c'est comme de la mosaïque. Et pour pas que
le rendu soit plus serré par rapport aux zones en jersey, puisqu'entre chaque rayure vous avez pas mal de jersey, ben il faut faire attention à avoir la même tension. Faire attention à avoir les mêmes tensions. Attention. Et autant moi en jacquard, j'ai pas besoin de changer de numéro d'aiguille, parce qu'en fait, je sais pas, instinctivement je tricote plus lâche le jacquard. Et du coup, le fait que je tricote plus lâche, ça compense l'effet de base du jacquard d'être un petit peu plus serré avec les fils qui va sur l'arrière. Donc le jacquard, j'ai pas besoin de changer de numéro d'aiguille quand je passe du jacquard au jersey. Moi j'ai toujours le même échantillon, j'ai toujours la même tension. Par contre, pour les mailles glissées et la mosaïque, bah, comme on tient un seul fil à la fois, bah, je tricote pas plus lâche. Sauf qu'il y a quand même cet effet de fil qui court sur l'arrière quand on fait des mailles glissées. Et donc là j'ai besoin de me changer de numéro d'aiguille, parce que sinon effectivement c'est trop serré et donc j'aurais eu... Parce qu'il y a moins d'élasticité hein, sur les zones où vous avez des... C'est bien ce cintre mais... moins d'élasticité là. Bref. Et moins des élasticités là où ça fait glisser les mailles. Il faudrait que... Comment je pourrais faire? Il faudrait que je puisse l'accrocher quelque part aussi. Bref. Il faudrait que j'ai un buste de couture. Je déteste les bustes de couture. J'aime pas ça du tout. Je sais pas, ça me fait flipper. Je sais pas, je trouve que c'est grand, ça a une forme bizarre. Je trouve pas ça, je trouve pas ça particulièrement joli. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très beau et qui aiment bien l'avoir dans l'intérieur. Et moi j'aime pas. Je sais pas, ça me... Non, j'aime pas. C'est comme les mannequins dans les magasins. Ça me... Bref, j'arrête mes bêtises. Donc, ça fait que là, quand vous tricotez vos rayures, bah, vous changez très souvent de numéro d'aiguille en fait, parce que chaque rayure c'est juste 8 rangs en général. Et donc bah, vous faites 8 rangs, vous devez changer de numéro d'aiguille, vous faites 8 rangs de jersey, et après vous devez changer de numéro d'aiguille, etc. Donc moi j'utilise des inserts interchangeables, comme ça j'ai juste à changer le bout. Mais voilà, truc à y penser. Soit vous essayez vraiment d'avoir la tension égale, quelle que soit la technique que vous utilisez, soit faut changer de numéro d'aiguille. Mais voilà, je suis très contente de ce petit débardeur. Je trouve, j'aime beaucoup comment il tombe. J'ai un petit peu d'aisance positive. Il est prévu pour être porté avec de l'aisance négative ou pas d'aisance. Mais comme moi j'ai utilisé la coton mérino de Knitting for Olive, donc qui est un fil avec principalement du coton, 70% de coton, il y a un poil moins d'élasticité que ce que je préfère pour des hauts en aisance négative. Voilà, moi s'il y a de l'aisance négative, la coton mérino, je trouve que elle est souple, elle est très souple, elle est très agréable. J'ai un autre projet avec, j'aime énormément ce fil, mais je trouve que en aisance négative, c'est pas idéal. Malgré les 30% de mérino hein, qui font que ça se comporte très bien comme fil, je trouve. Je pense que si vous êtes habitué de tricoter du mérino à tricoter du mérino, je vais pas parler correctement, hein. Si vous êtes habitué à tricoter du mérino, celle-ci elle vous choquera pas du tout, hein. Malgré le pourcentage de coton, vraiment elle est vraiment très agréable et super, très fluide et plus fraîche, pas à 40 degrés. Je vais mourir. J'ai pas envie, je me savais. J'ai pas envie, j'ai vu là, lundi 39, ça. Je vais aller chez mes parents, je crois. Ils ont la clim. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de me plaindre? Oui. Donc, comme j'étais entre deux tailles, je savais que j'allais utiliser ce fil, j'ai préféré prendre la taille qui me donnait un tout petit peu d'aisance positive.
Ce qui fait que sur moi, c'est pas complètement plaqué en haut, mais je trouve que c'est pas choquant. Voilà, je trouve pas non plus que j'ai trop d'excès de matière. Donc j'ai genre 2 cm d'aisance positive. Mais donc comme quoi ça fonctionne aussi si vous voulez quelque chose de plus fluide qui n'est pas trop ajusté. Voilà, donc comme je vous dis, la coton merino de Knitting for Olive, j'ai encore oublié le nom du coloris. Je crois que c'est Ochre Brown. Je crois que ce coloris n'existe plus, en fait, c'est pas exactement celui-là qu'ils ont relancé, la marque. Bref. Et mon contrastant, c'est, pour le coup, c'est de la Merino de Knitting for Olive, donc pas la version coton, coloris petit, qui est pas tout à fait... pareil, ils l'ont plus celui-ci exactement, maintenant c'est Limestone qui y ressemble le plus. Mais c'est un blanc grisé que j'avais en reste et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce combo, je suis très contente d'avoir fait une version avec le fond foncé et je trouve que je préfère. Alors j'aime beaucoup la version de la designeuse qui est blanche avec des rayons noirs, je trouve que c'est sympa, j'ai failli faire pareil, mais bah finalement je trouve que, moi j'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle me va pas trop mal, je sais pas, vous me direz. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais m'en refaire un, parce que c'est hyper rapide, le truc est hyper rapide à tricoter. Hein. Je pense qu'en tout, j'ai dû... Vraiment, en 2 jours, j'avais fait tout le haut. 2 jours, c'est-à-dire que j'ai dû tricoter, je sais pas, 5 heures. J'avais fait tout le haut. Et tout ça, ça a été hyper rapide aussi, hein, vraiment. Et voilà, c'est un vrai débardeur en fingering aussi, hein, c'est un échantillon de 27 mailles. Et comme le haut est si dégagé, ça va quand même assez vite, je trouve. Je le trouve vraiment très sympa, facile à modifier, avec le côté personnalisable avec les rayures. Donc comme je le dis, je vais m'en faire un deuxième. J'aimerais bien essayer de le faire en pure soie. J'ai la Setapura de Lana Grossa que j'ai envie de tester pour la comparer à la pure soie de Knitting for Olive. Et j'ai envie de faire une version rouge et blanche parce que j'ai vu parmi les testeuses quelqu'un a fait blanc et rouge et je trouve ça super joli. Et donc moi j'ai envie de faire fond couleur principale rouge et des rayures blanches. Et je pense que je vais uniquement utiliser ma rayure préférée, donc celle-ci. Et voilà pour le débardeur Typo qui est maintenant disponible sur les boutiques de Marie Erdmann. Et si il vous plaît, je vous le conseille, le patron est très clair, disponible en anglais. Sauf erreur de ma part, elle parle français. Enfin, elle me parle en français. Un petit peu. Donc je pense qu'elle est francophone. Je ne sais pas si elle va traduire le patron. En tout cas, le patron est aussi disponible en allemand, si jamais. Mais je crois qu'elle est un petit peu francophone. Donc je ne sais pas si le patron sera disponible en français, mais il est relativement simple, comme je vous dis, il va droit au but. Et je suis très contente. Je suis très contente. Deuxième projet personnel terminé, deuxième test que j'ai terminé récemment et dont le patron vient d'être publié, c'est le polo Lunan de Rebecca Clow, donc qui est The Créabéa sur les réseaux. Et donc pareil, je vais vous mettre la petite vidéo, petit défilé, Gisèle Bunchen, tout ça, au moins. Et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je sais pas, je trouve que c'est assez drôle, vous me dites. Peut-être qu'il faudrait que je filme plus les après-midi, parce que visiblement je suis d'humeur plus drôle. C'est donc un t-shirt qu'on peut faire avec un col polo ou avec un col rond classique, en déca ou en fingering, puisque Rebecca Clow, donc elle aime bien faire 1000 options dans ses patrons, hein, voilà. Et on peut également rajouter des manches, hein, ce que je vais faire bientôt pour une autre version. Oui, je vais faire 15 versions de tous les modèles dont je vous parle, hein, oui, ça arrive. Voilà, donc c'est un t-shirt tout en côte 3-1 qui se tricote donc du haut vers le bas. Donc on commence, c'est une forme épaule tombante avec la couture d'épaule qui est déportée sur l'omoplate.
Donc on commence par faire le trapèze ici au niveau du dos, vous montez vos mailles ici sur la nuque, puis vous faites des augmentations pour former cette ligne d'épaule. Une fois que vous avez atteint la largeur totale du dos voulu, on tricote tout droit, puis on fait des petites manipulations pour former les emmanchures en fonction des tailles. Ensuite, on relève les mailles le long de cette fameuse ligne ici. Pour tricoter les demi devant, on fait quelques augmentations pour former l'encolure. Vous choisissez si vous voulez faire le polo ou le col rond. Si vous faites le polo comme moi, vous tricotez tout droit pour l'ouverture du polo, puis vous rejoignez les demi devant. Vous tricotez pareil un petit peu, pareil que dans le dos avec la formation pour l'emmanchure. On rejoint le corps en rond, corps tout droit. On finit par des côtes 1-1. J'aime bien. J'aime bien le fait que le projet soit en côte, mais qu'on finisse quand même par des côtes. Je sais pas. J'aime bien ce que ça donne. Parfois, j'aime bien quand, justement, on en profite pour faire des finitions minimalistes. Mais là, je trouve que ça ajoute un petit côté un peu sportswear sympa. J'ai vu le film Challengers récemment. Du coup, voilà, je suis d'humeur tenue de tennis. Bref. Film mais malaise. Hein. On aime bien Zendaya, mais quand même, hein, elle est pas sympa. Ensuite, on relève les mailles. Pour faire les manches, il y a des rangs raccourcis sur les manches, ce qui permet d'avoir cet effet. En fait, c'est un petit drop. C'est des épaules tombantes, mais elles tombent pas là. Vous voyez? Elles tombent un peu comme ça. Et donc, il faut faire un peu des rangs raccourcis pour avoir une manche droite. Alors, ensuite. Et donc on fait des rangs raccourcis, ensuite on tricote la manche de la longueur qu'on veut et on finit encore par les côtes, puis on va faire le polo. Alors le col polo, on fait d'abord les bandes ici, c'est du jersey double. Voilà, donc le jersey double c'est des mailles glissées, des mailles en droit. On fait comme ça, horizontalement, si vous avez déjà fait une patte de boutonnage sur un gilet en jersey double, c'est pareil, en fait vous relevez les mailles en bas et vous tricotez comme ça, hop 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 hop, en accrochant à chaque rang le long de cette bordure. Une fois que vous avez fini, vous mettez vos mailles en attente en haut là, puis vous relevez le temps de faire l'autre, puis vous relevez les mailles tout autour du col, en incluant les mailles que vous aviez mises en attente ici, des pattes du col polo, et vous tricotez le col. Alors le col il est formé, oui tout à fait Mota, il est formé absolument, tu perds ta voix? Qu'est-ce que t'as? Non, tu me ramènes pas de bestiole hein. Ouais, non mais hein. Y a des rangs raccourcis, à tes souhaits, il y a des rangs raccourcis, va avec Marius. Des rangs raccourcis et des augmentations qui font que c'est un col vraiment travaillé, voilà, et il y a une forme particulière. Voilà. Et si vous faites juste le col rond, bah c'est juste vous relever pour faire des côtes, quoi. J'ai un fil qui ressort, là, décidément. C'est le podcast des fils pas rentrés. Hein. Enfin, il est rentré, c'est juste qu'il ressort. Et on finit le col polo par un rabat à l'italienne, que j'ai fait parce que c'est du jersey double. Et autant moi je suis vraiment... Et je trouve pas que le rabat à l'italienne et le rabat tubulaire ça soit si joli que ça sur des côtes, parce que je trouve que ça fait un petit bourrelet, personnellement. Autant bah, sur du jersey oui, parce qu'il faut qu'il y ait la continuité, donc là oui. Voilà. Alors, j'ai tricoté une version du patron antérieur, donc au début du patron il y avait quelques erreurs, en fait c'était des erreurs de placement des côtes, puisque donc tout le projet est en côte 3-1. Et en fait, sur la première version du patron, la répétition tombait pas tout à fait juste sur certaines tailles. Et donc, ça fait qu'elle a dû, 2 semaines après le début du test, la designeuse a dû refaire tous les calculs, repasser des rangs de tech édition technique. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa transparence à ce sujet-là. D'ailleurs, Rebecca Clos, elle a un podcast, hein, si vous voulez la suivre. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle s'y est prise, en fait, en voyant, en plus, c'était un moment où elle était occupée, elle n'avait pas pu répondre aussi vite que ce qu'elle aurait voulu. Donc en fait, il y a eu 2 semaines et demie de battement où
ben, le temps qu'elle revoie tous les chiffres, qu'elle corrige les erreurs, etc., ben, on était plusieurs à avoir déjà pas mal avancé, et surtout nous, pour les personnes qui tricotaient la version fingering, c'est quand même assez long, hein. L'échantillon est de 28 mailles, hein, donc c'est assez petit. Donc c'est un projet qui demande pas beaucoup d'attention, qui est très agréable en tricot-télé, mais c'est long quoi, quand même. Moins que ce que je pensais, mais quand même. Et donc, quand elle s'est rendue compte de ses erreurs, une fois qu'elle a pu faire les corrections et qu'on avait donc une nouvelle version, et ben elle nous a dit, elle a repoussé déjà la date de fin de test pour rattraper le temps perdu, et elle nous a dit que si on voulait continuer avec l'ancienne version, qu'on pouvait. Voilà, il n'y avait pas de souci. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient suffisamment au début pour recommencer, les personnes qui ont fait la version DK, donc c'était plus jouable aussi. Et maintenant, elle a embauché une nouvelle tech éditrice. Enfin, elle a un peu changé la façon. Je suis sûre, je vais vous en parler. Je vais refaire un test pour elle. C'était la deuxième fois que je testais pour elle. Je trouve que c'est une bonne créatrice pour tester parce que je trouve qu'elle a une bonne démarche. En fait, elle est assez transparente. Moi, j'aime bien la façon dont elle écrit ses patrons. Elle écrit ses patrons de manière où il faut être un peu indépendant pour faire suivre les motifs. Voilà, elle utilise souvent des motifs, elle va pas vous écrire rang par rang. Là, vous voyez, quand vous augmentez pour faire vos codes 3-1, elle vous décrit pas rang par rang où commence le point. Il faut un peu lire son tricot. Voilà, alors là c'est très simple parce que c'est des codes 3-1, mais sur d'autres projets, ça peut peut-être vous poser davantage problème. Mais moi, c'est une façon d'écrire les patrons que j'aime bien. Voilà, mais il faut le savoir. Quand on commence un de ces modèles, de ce que j'en ai vu, sauf ceux qui sont très simples, elle a des modèles très simples, hein, notamment le Tolsta, qui est tout en jersey, c'est un t-shirt et un débardeur, il y a 15 000 options, regardez. Mais quand vous voyez un de ces modèles qui a un motif, dites-vous que au début du modèle, vous allez devoir apprivoiser le motif. Voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que ça me stimule un petit peu, et après, une fois que j'ai compris, je peux... Allez, c'est parti, et ça devient un tricot un petit peu plus méditatif. Donc moi j'aime bien. Et en ce qui concerne le processus du test, je trouve qu'elle a une bonne approche. Elle inclut beaucoup de ses testeurs dans les photos officielles. En fait, comme elle habite à Édimbourg, elle a pas mal de tricoteuses autour d'elle, notamment des gens qui testent pour elle. Et donc elle les invite pour son shooting photo. Et donc vous avez beaucoup de versions avec des belles photos sur des morphologies différentes, donc je trouve ça chouette. Et donc là, avec cette mésaventure d'une erreur ça arrive, hein. Ça m'est arrivé... Il y a 2 fois où je me souviens où vraiment j'avais fait une bêtise au cours du test et dont je me suis rendu compte seulement au cours du test grâce au retour des testeuses, et c'est pas drôle. C'est pas drôle quand ça arrive. Mais du coup là, elle a vraiment elle a mis en place une nouvelle façon de faire dans la façon dont elle écrit, grade et édite techniquement ses patrons. Donc j'apprécie vraiment... Voilà, j'aime beaucoup sa démarche de créatrice en tout cas. Voilà, c'est mon avis. Et donc j'aime bien tester pour elle. Et donc pourquoi j'ai dit ça? Oui, parce que du coup, moi je suis restée sur la première version. Et donc la seule différence qui est notable, parce qu'après moi j'ai bidouillé hein, pour que ça tombe correctement, parce que c'était vraiment c'était tout petit comme différence en fait. Hein. Mais maintenant son patron ça fonctionne. Voilà. J'ai oublié de ramasser mon linge. Il est en train de cuire. Voilà. Mais la seule différence qui est visible, c'est que mon col est plus fin. Voilà, ici, les pattes de boutonnage, normalement, vous remarquerez peut-être que sur les versions officielles du modèle, la patte de boutonnage, elle est plus épaisse. Interruption quinte de tout. Je parle trop. Mais c'est pas grave parce que, vous savez quoi? J'ai un nouvel ordinateur exceptionnel. Oui, nouvelle lunette, nouvel ordinateur exceptionnel. Un ordinateur qui avait 8 ans et qui mettait 3 heures à exporter une vidéo. Maintenant, c'est tellement rapide, c'est tellement énorme. Donc je peux faire plus de montage et plus de vidéos interminables. Vous êtes contents? Bref. Donc moi mon col il est plus fin et donc il est plus ouvert, voilà, que ce qui était prévu. J'aime bien et je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez.
Je trouve que c'est un peu trop ouvert pour certainement la façon dont je vais le porter, parce que c'est pas un truc vraiment que je vais porter en plein été, vous voyez. Parce qu'il y a un col, c'est quand même, il y a du mérino, voilà. Même si c'est fin et fluide, hein, je trouve que je vais certainement porter plus à la mi-saison, et du coup c'est peut-être un peu trop décolleté. Et pendant que je le tricotais, j'étais quasiment sûre à 100% que j'allais devoir faire une modification. Mais quand j'ai essayé pour prendre les photos, je me suis dit, ah mais j'aime bien quand même. Je ne sais pas. Ce que je me dis que je peux faire, c'est éventuellement faire un point en bas. Je vais pas le remettre entre mes dents, vous inquiétez pas. Je vais éventuellement faire un point en bas là, pour le refermer un petit peu. Et en fait, je me suis dit, bah quitte, je peux peut-être me laisser les deux possibilités en utilisant un bouton pression. Mais j'ai un peu la flemme de mettre un bouton pression. De voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est trop décolleté? Je sais pas, qu'est-ce que ça donne sur moi? J'aime bien, hein, mais j'hésite. Je vais voir. Peut-être que je vais essayer de le porter un petit peu, voir est-ce que je serais plus à l'aise si c'était plus resserré. Je pense aussi, très honnêtement, que mon choix de fil fait que c'est pire, entre guillemets, parce que la coton mérino de Knitting for Live, donc qui est aussi ce que j'ai utilisé pour, qui est aussi ce que j'ai utilisé pour ce projet-ci, elle est très fine, elle est très fluide, et du coup, le fait d'avoir un col polo, peut-être qui est plus lourd, qui écarte encore plus, qui fait encore plus tomber le projet au niveau du décolleté. Je ne sais pas. Elle a une version, la créatrice a fait faire une version en fil Colana Arweta qui est. Et ça c'est très bien parce que c'est vraiment pas cher et ça rend vraiment bien. Ouais, je vais voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette couleur. Donc c'est le coloris Clover Green, je l'aime énormément. Je vais regarder s'ils l'ont en... S'ils ont un verre comme ça en mérino ou en heavy mérino, je ne pense pas. Sinon, je pense m'en racheter beaucoup pour pouvoir le tenir en double, pour faire un pull avec. Parce que vraiment, ce vert, je l'aime énormément. Je sais pas, et je trouve qu'il est vraiment très très sympa. Ça change, j'ai pas de vert aussi vif dans ma garde-robe. J'avais tendance à... J'aime bien le vert, hein, j'aime beaucoup le vert comme couleur, mais j'ai plutôt tendance à acheter des verts bouteilles ou des verts très sombres. Mais un vert bien riche comme ça, vraiment très frais, très printanier, sans que ce soit olive, sans que ce soit jaune non plus. Je le trouve vraiment très très réussi comme couleur. Je l'aime beaucoup. Il est un peu plus vif encore hein, que ce que... Je sais pas, la caméra lui rend pas vraiment justice. Il est vraiment très très lumineux. Je l'aime beaucoup. Je vais arrêter de me rêver. Mais voilà, très contente de ce projet. Je vais me refaire une version et je voulais vous montrer. Je vous en ai déjà parlé, j'avais envie de faire une version marbrée. Alors j'avais envie de pouvoir la commencer avant la fin du test. Non. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une version col rond, manche longue. Donc finalement, je vais la laisser, je m'y mettrai peut-être cet automne, parce que là, je voudrais faire des projets d'été. Quelques-uns des projets d'été que j'avais prévu de faire et que j'ai pas du tout fait parce que j'ai décidé de faire des tests à la place. Évidemment. Je voudrais faire quelques projets d'été vraiment. Et donc ça, je ferai plutôt à l'automne. Et en fait, je voudrais me faire une version marbrée. Donc j'ai ces deux couleurs de fil dentelle. En fait, c'est la Cool Wool Lace. Je vous avais dit que je voulais utiliser ça. C'est du pur mérino dentelle. En fait, il y a 400 mètres aux 50 grammes. Et donc, c'est super parce que je peux tenir en double et ça me fera quand même une version fingering. Donc quand même un petit pull assez léger pour le début de l'automne. Je voulais un effet marbré et je pense que j'ai trouvé mes couleurs. Faut que je teste, mais je pense que ça va donner ce que j'imagine.
Voilà, donc bon, je ferai plutôt ça à l'automne. Quelques encours, alors ça va être, je l'espère, un peu plus rapide que jusqu'à présent, puisque j'ai pas grand chose en fait. J'ai commencé une brassière Ripple de Jessie Med, donc c'est la version DK. Oui. Alors, c'est une brassière ou un débardeur ou ce que vous voulez. Tout en côte, et donc moi j'en ai pas fait encore des brassières comme ça de Jessie Med. Enfin j'ai fait des brassières, mais j'ai pas fait des brassières de Jessie Med. On a plusieurs hein, qui sont très connues, différentes épaisseurs de fil, différents points. Celle-ci c'est celle qui est en côte 3-3 et qui est en DK. J'utilise de la Merino, donc c'est pas une brassière, c'est pas pour l'été, hein. Sois bien d'accord. Puisque c'est de la DK et j'utilise du Merino, parce que ça va être un truc qui doit être, pour le coup, avec de l'aisance négative, donc il faut que ce soit vraiment élastique. Quoi qu'on peut utiliser les laines à chaussettes d'été. Tiens, on m'a demandé, enfin non, des fils à chaussettes d'été, justement. On m'a demandé ce que je pensais des fils d'été pour les chaussettes, les cotons, bambou, enfin viscose de rayon, quoi, bambou. J'ai pas testé pour des chaussettes, donc je ne sais pas. J'avoue que ça me... Je sais pas, pour moi, j'ai pas vraiment l'utilité de faire des chaussettes avec des fils d'été. Jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'envisage. Par contre, je trouve que c'est ce genre de fil. Généralement, il y a du nylon donc, ou de l'élastane. Enfin, voilà. Il y a un fil synthétique pour avoir l'élasticité nécessaire. Et bien du coup, c'est... donc... on peut tous le faire. Hein. Ça permet éventuellement de faire ce genre de projet, les brassières, les hauts avec beaucoup d'aisance négative, puisqu'il y a l'élasticité dedans, si vous voulez pas le faire en laine. Voilà. Mais moi en fait ce que je veux c'est pas un projet d'été, c'est un projet de soit sous des pulls vraiment en hiver, soit sous des gilets ou des chemises. Donc je vais le faire en laine. J'avais ce coloris qui n'était pas ce que je voulais. J'avais commandé de quoi faire un pull avec différentes couleurs de rose et c'est pas le rose que je voulais, donc ça me restait sur les bras. Il me restait 4 pelotes dont je ne savais que faire. De Merino 100% de Katia. Donc ça c'est un de leurs purs Merino, vraiment. Katia ils ont plein de gammes, je vous l'ai déjà dit, qui s'appellent Merino basique, super Merino, prime Merino, machin, et c'est de l'acrylique. Voilà. Mais celle-ci c'est bien celle-là où c'est du Merino. Donc c'est de la DK, c'est un fil très rond que j'ai déjà utilisé pour un pull, je l'aime beaucoup, je le trouve très élastique, je trouve qu'il se dédouble pas beaucoup pour un Merino superwash industriel, machin bidule. Je trouve qu'il s'est pas trop détendu aussi, mon pull, alors que c'est un gros pull que j'ai fait, assez lourd. Et donc je me suis dit que c'était pas mal pour une brassière qui va devoir garder bien sa mémoire. Il y a 102 mètres au 50 grammes, et donc ça c'est le coloris 37. Et donc j'ai commencé, je fais un truc bizarre. Alors, c'est une brassière qui se tricote de bas en haut. Sauf que je sais pas du tout quelle longueur de corps j'ai envie de faire. Et comme j'ai pas trop fait de projet avec autant d'aisance négative, je vais avoir un petit peu de mal à jauger la longueur de corps que je vais obtenir une fois portée. Dans le dernier épisode, je crois, ou celui d'avant, je vous disais que tricoter des projets du bas vers le haut, c'est pas difficile en exécution, mais ça demande plus de préparation et de savoir les longueurs de corps qu'on veut, d'être un petit peu plus à l'aise avec ce genre de choses. Là, très bon exemple du coup d'exécution sur ce projet, je suis pas trop sûre de mon coup, mais c'est un projet qui se tricote de bas vers le haut, donc ce que je fais pour pas me rassurer, mais assurer mes arrières, assurer mes longueurs, disons, c'est que j'ai fait un montage provisoire. Donc normalement le projet, on monte les mailles et on tricote des côtes semi-torse pendant une petite hauteur, je crois que c'est 4 cm sur ma taille. Puis on tricote la texture principale du projet qui est donc ces côtes 3-1.
pendant un petit peu, et ensuite on commence à faire les formations des triangles et du dos et machin. On peut allonger en tricotant plus ou moins ces côtes-là, ces côtes 3-1. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner parce que comme le projet est tout petit, forcément quand on étire quelque chose en largeur, on perd en hauteur et inversement. Voilà. Et comme je vous le dis, j'ai pas fait de projet avec autant d'aisance négative, donc je sais pas trop exactement comment ça va tomber. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait la bande de côte semi-torse. J'ai juste monté mes mailles de manière provisoire. Vous voyez, elles sont sur un Scooby-Doo là. Je vais faire la brassière, hop, dans ce sens-là. Je vais déjà de base tricoter plus long. Je pense que je vais rajouter 6 cm déjà par rapport à ce qui est recommandé. Je vais tricoter 6 cm de plus, finir ma brassière. Et une fois que ce sera tout fini en haut, tout bien, je pourrai l'essayer, reprendre ces mailles que j'ai mises en attente et faire mes côtes semi-torse dans l'autre sens. Et c'est pas un problème puisque il y a un changement de texture. Voilà. J'aurais pas pu le faire si c'était... Enfin, si, j'aurais pu, mais ça aurait été un peu pénible. Pour ce qui est des côtes, jersey, c'est pas un problème. Les côtes, par contre, partir des côtes dans les autres sens, en fait, il y a un tout petit décalage qui est réglable, mais qui demande une manipulation, j'avais pas envie. J'ai jamais envie de faire ça. Là, en fait, là où je vais reprendre mes mailles et repartir dans l'autre sens, bah, ça correspond pile à l'endroit où la texture va changer. Donc, on n'y aura pas de décalage visible, puisque la texture ne sera pas la même, en fait. Donc, il n'y a pas de continuité. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais déjà rallonger et si c'est pas suffisant, eh bien je ferai les côtes encore plus longues en dessous. Voilà. Si jamais j'ai besoin d'encore plus de longueur. Idéalement, je voudrais que ça me couvre le nombril, quoi, en fait, voilà. La brassière telle qu'elle est prévue, alors ça dépend forcément du volume de poitrine qu'on a, du bonnet qu'on a, mais c'est une brassière, quoi. Moi, je veux pas ça, je veux plus un crop top, hein, voilà, enfin que ça... même un peu plus long qu'un crop top, vraiment que ça m'arrive, que ça me couvre le nombril. Parce que comme je porte beaucoup de pantalons taille haute, bah je veux que ça se rejoigne en fait, voilà. Comme je vous le dis, c'est pas un truc que je vais porter en été, et je veux pas avoir mon ventre à l'air en fait. Voilà. Donc c'est l'objectif. Je croise les doigts pour que ça marche. Ce sera ma première brassière. Alors, je fais en plus... Oui, j'ai oublié. J'ai failli oublier de vous dire. Je n'ai pas le bon échantillon. Je n'ai pas le bon échantillon. Est-ce que j'ai mes échantillons ici? Oui. Donc, ça, je pense que je vous en avais déjà parlé, je crois, parce que je vous avais dit que je voulais faire ce projet dans une vidéo. Et donc, quand j'ai échantillonné en 4 mm, j'avais ça. Et là, j'ai 20 mailles sur 10 cm. Le patron, c'est 16 mailles qu'il me faut. Jessimad, elle aime bien les tissus très ajourés. Hein. Moi, j'ai pas trop envie de ça, surtout que, encore une fois, c'est pas pour l'été, donc j'ai pas envie que ce soit complètement ajouré, j'ai quand même envie que ça se tienne un petit peu. Et je trouvais que ça, c'était déjà assez étiré, quoi. J'ai quand même, pour le vérifier, fait un échantillon en 4,5 mm. Et là, j'ai le bon échantillon, j'ai 16 mailles, sauf que bah, j'aime pas. Du coup, je trouve que mes côtes sont plus éclatées, j'aime moins. Donc, je vais rester sur mon échantillon plus dense et je fais donc une taille plus grande. J'ai fait mes petits calculs, donc vous faites quand c'est comme ça, vous faites un produit en croix, en fait, vous regardez le nombre de mailles, enfin vous faites l'inverse en fait, mais vous, avec votre échantillon que vous avez et la circonférence que vous souhaitez obtenir, vous faites un produit en croix et vous tombez sur un nombre de mailles et ben vous trouvez la taille qui correspond à ça. Moi techniquement je corresponds à une taille M, médium, mais là je fais la taille XL je crois, ouais, XL. Et donc ça me donne 63 cm avec mon échantillon qui correspond à la taille M
et ça me fait du coup une trentaine de centimètres d'aisance négative, plus... Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Il faut que je l'essaye parce que typiquement c'est le genre de truc où je vais peut-être avoir un petit peu de mal à l'enfiler. Parce que, alors j'ai pas d'énormes épaules, hein, mais j'ai quand même des épaules et j'ai souvent, et je suis pas très flexible. Enfin, c'est marrant parce que je suis flexible comme ça. Par exemple, moi les fermetures éclairs dans le dos, j'ai aucun problème à les remonter toute seule. Par contre, pour enfiler des trucs, là j'ai un problème. Voilà. En plus, là je suis complètement courbaturée, donc ça m'aide pas là mes gesticulations. Là, forcément, si c'est trop... ma circonférence là, sous ma poitrine, elle est pas aussi large que là. Et donc, ça peut pas être trop petit. Parce qu'il faut quand même que ça passe les épaules pour que je puisse l'enfiler. Donc, je vais faire un peu. Et une fois, je pense que j'aurai bien fait la longueur de corps que je suis censée avoir, moins les côtes à la fin, mais la longueur de corps que je suis censée avoir avant de commencer à séparer les bonnets et tout ça, je vais vérifier que je peux l'enfiler. Parce que bon, ça paraît tout petit quand même. Je tricote à la continentale. Je vous avais brièvement dit, je sais tricoter à la continentale, mais je suis pas très à l'aise. Et je voudrais être plus à l'aise pour être capable de vraiment d'alterner les méthodes de tricot d'un projet à l'autre. Donc j'ai choisi de commencer de faire ce projet-là entièrement à la continentale. Parce que comme il y a des côtes, ben, du coup ça me force à faire la maille envers. C'est pas si problématique que ça. C'est pas mal. On verra quand va y avoir des... Je crois qu'il y a des diminutions, oui. On verra quand va y avoir des diminutions. Mais voilà. Pour ce petit projet qui n'en est qu'au tout début, mais que j'espère avancer. Là j'ai une paire de chaussettes que je vous montre pas parce que c'est juste une paire de chaussettes que je tricote le soir devant la télé, et une fois qu'elle sera finie, ça ce sera mon tricot télé. Et j'ai un échantillon à vous montrer pour un futur projet. C'est donc un nouveau test que je vais faire pour Rebecca Clos encore, parce que j'ai pas pu m'en empêcher, parce qu'elle a ce pull comment il s'appelle, Keep qu'elle a fait en Ulysse de Derivo Natura, alors forcément, voilà, c'est un fil que j'affectionne particulièrement. Et c'est un pull en fait avec ce motif d'arête, c'est herringbone en anglais, d'arête de morue, ok, voilà, on va dire ça comme ça, non pas de morue, mais c'est hareng, herring, je crois. Mais on m'a glissé. C'est un point vieux comme le monde, hein, mais le faire sur tout un pull, je trouve que c'est super sympa. Donc c'est un pull, un gros pull à épaules tournantes avec toute cette texture. Il y a des petits détails de tresses estoniennes avant les côtes, etc. Je le trouve très sympa. C'est sensiblement la même coupe que le Lunan, sauf que c'est un col rond, quoi. Et donc j'ai postulé pour le test et elle m'a retenue. Je suis trop contente parce que j'avais envie de le faire de toute façon. J'avais même déjà acheté la quantité pull de Ulysse avant qu'elle fasse l'appel de test, parce que je savais que j'allais le faire quand il sera publié. Et j'ai choisi le coloris Clématite, qui est un sublime bleu, vraiment. C'est un bleu très légèrement violacé, mais qui est vraiment très très beau. Hein. J'aime énormément. Et je pense que ça va bien rendre. J'ai pas mesuré, donc je ne sais pas si j'ai le bon échantillon. Ça, c'est censé faire 15 cm. Je pense que c'est pas mal. C'est assez amusant parce que comme c'est beaucoup de mailles glissées, il faut le tricoter avec une aiguille assez grosse. Donc ça, je l'ai fait en 5 mm, qui est l'aiguille qu'elle a utilisée elle. Généralement, j'ai à peu près le bon échantillon pour ces modèles, y compris en rang, ce qui est exceptionnel. Mais là, je ne sais pas. Ça devrait faire 8 cm. Oui. Je sais en fonction du nombre de rangs que j'ai fait. Mais j'ai pas mesuré encore. Je vais le commencer cet après-midi. Je
suis un peu à la traîne. Le test a commencé il y a 3 semaines. Mais c'est pas grave parce que je vais avoir 2 semaines de vacances et je pense que je vais tricoter principalement ça. Le test est prévu, la fin du test est prévue pour mi-septembre. Donc ça. Voilà, pour mon prochain projet. Comme c'est de la Ulysse, ça va pas être trop désagréable à tricoter quand il va faire très chaud. Parce que la Ulysse étant un fil cardé, c'est assez léger. Voilà. Pour tous mes projets, c'est pas assez interminable. Je voulais terminer en vous parlant, j'ai plus de batterie, c'est super, en vous parlant de Patreon, puisque c'est un nouveau mois et donc sur Patreon, tous les mois je fais une vidéo technique ou vlog ou autre. En ce moment je suis en train de tourner un vlog sur la création du cal mystère. Je suis très contente enfin je trouve que c'est super amusant de faire ce vlog là, donc voilà, ça sera pour novembre. Mais là, la vidéo du mois sur Patreon pour le mois d'août, c'est une vidéo sur mélanger différents fils, donc que ce soit en termes de fibres, de structure de fils, des fils à différents nombres de brins, etc. Qu'est-ce que ça implique, dans quel cas ça pose problème, et qu'est-ce qu'on peut faire pour... Enfin, quelles sont les conséquences quand on tricote un projet en mélangeant des fils complètement différents, dans quel cas c'est pas grave, et dans quel cas ça peut éventuellement poser des soucis au blocage, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est une petite vidéo générale sur ce sujet-là, qui est disponible sur Patreon. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Patreon, donc sur la page d'accueil, vous avez tout le détail. Vous avez 3 niveaux d'abonnement sur Patreon. Alors maintenant, vous pouvez rejoindre, en fait, vous pouvez suivre une page gratuitement sur Patreon, mais moi je ne mets rien, j'ai pas de post public de toute façon. Voilà, c'est comme ça. Ça changera peut-être, mais pour l'instant vous avez donc 3 niveaux sur Patreon. Le niveau 2 € qui vous donne accès à tous les mois je fais une présentation des articles, je fais une présentation des modèles qui vont paraître ce mois-ci. Je donne des fois des infos en avance, notamment le cal mystère. Sur Patreon il y aura les infos 2 semaines en avance, mais vous aurez aussi beaucoup les informations en avance, même hors Patreon, hein, vous inquiétez pas. Je fais pas d'avantage injuste sur Patreon, on va en reparler. Et au niveau 2 € également, 2 € par mois, ça c'est hors TVA. Il faut rajouter votre TVA en fonction du pays où vous êtes. Et vous avez aussi accès au patron exclusif à Patreon. Donc tous les ans je fais un patron que je mets à disposition sur Patreon. Donc à partir de 2 € en fait vous avez là il y a un châle, le châle Evergreen, des chaussettes texturées, des moufles mitaines, avec du jacquard et un bandeau qui est aussi disponible sur Ravelry mais payant. Et voilà, il y en a un qui arrive aussi à l'automne, voilà. Et donc ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, vous avez tout ça, plus vous avez les vidéos, du coup mensuelles, sur différentes techniques, des vlogs, etc. Je fais aussi des vlogs créatifs sur Patreon, que je publie tous les 2 mois en ce moment. Je sais pas si je continuerai l'année prochaine, je vais voir. Peut-être que ce sera saisonnier. Et vous avez aussi un patron au choix par mois sur mes boutiques. Et pour le niveau, 3e niveau, donc 10 € par mois, vous avez encore un patron de plus. Voilà. Vous avez tout le détail écrit de manière beaucoup plus intelligible que ce que je vous raconte là sur la page d'accueil Patreon. Et je voulais aussi préciser, au cas où vous ne l'aviez pas vu, si vous êtes abonné Patreon, vous n'avez peut-être pas vu mon dernier post, je ne publierai plus les appels au test sur Patreon jusqu'à présent. Donc mes appels au test, je les envoie par mail. Si vous voulez recevoir les appels au test, vous m'envoyez votre adresse mail et c'est tout. Voilà. Et je publiais aussi simultanément sur Patreon, pour les personnes qui étaient sur Patreon. Elles avaient aussi l'appel au test et tout ce petit monde était ensemble, voilà, pour les postuler au niveau du test. J'ai choisi de plus mettre les appels au test sur Patreon, donc ce sera uniquement par email. Donc si jamais vous étiez que sur Patreon et que vous voulez continuer à recevoir les adresses email, envoyez-moi votre mail et je vous ajoute à la liste.
deux raisons. La première, c'était que ça engendrait quelques difficultés de communication, notamment pour les personnes qui avaient les notifications automatiques. Quand je poste un article sur Patreon, parfois vous recevez une alerte mail qui vous dit « Ah, machin a posté un truc ». Et le problème, c'est que Patreon ne vous dit pas « Machin a posté un truc ». Patreon, en nom d'expéditeur, il y a écrit Yarnflakes. Et pourquoi ils font ça? En fait, c'est un mail automatique de Patreon, donc c'est un robot. Et les gens, certains instinctivement répondaient à ce mail, et donc, sauf que ça ne revenait pas, en fait, c'est un mail, vous avez les mails qui commencent par no reply, ça veut dire pas de réponse, c'est des mails automatiques, donc ça ne va à personne, en fait. Et donc oui, il y a quelques semaines, Patreon a changé la façon dont c'était présenté, et maintenant il y a carrément écrit en expéditeur, Yarnflex, mais c'est hyper... ça a prêté à confusion fois 1000, et je pense que j'ai pas dû être la seule à leur faire remarquer que c'était un petit peu idiot, parce que récemment j'ai vu que c'est plus tout à fait ça, il y a écrit Yarnflex via Patreon. C'est quand même pas clair, il y a quand même des personnes juste qui comprenaient pas, et enfin c'est normal, vous recevez un email, vous avez le réflexe d'y répondre, et donc ça m'embêtait parce qu'il y avait des gens qui postulaient à des tests et qui avaient jamais de réponse parce que je n'avais pas vu leur candidature, ça n'existe, voilà, je ne recevais rien. Et également peut-être, moi j'utilise les mails que les gens ont enregistrés sur Patreon pour communiquer avec eux, et parfois les gens ont plusieurs adresses email et c'était pas forcément celle-là qu'ils consultaient, donc des fois il y a des gens que je sélectionnais pour des tests et qui n'avaient jamais vu que je les avais pris pour le test parce que c'était pas l'adresse mail qu'ils utilisaient de manière principale. Bref. Et la deuxième raison, c'est que j'ai constaté, j'ai vu, qu'il y a certaines personnes qui pensaient que je faisais les appels au test uniquement via Patreon, et donc qu'il fallait me payer pour avoir la chance de tester pour moi. Non. C'est pas du tout une impression que j'ai envie de donner, alors... Enfin, je peux pas corriger tous les malentendus, forcément. Donc là, même si j'en parle beaucoup du fait que mes appels aux tests se font via email, que c'est évidemment ouvert à tout le monde. C'est écrit sur les fils de discussion Ravelry, j'en parle souvent, sur Instagram, tiens d'ailleurs, j'en profite. Quand vous allez sur le profil Instagram d'une personne, parfois en haut, vous avez comme des petites bulles. En fait, ce sont des stories à la une, donc ce sont des stories que la personne a sauvegardées pour que ce soit tout le temps visible, voilà, et rangé par catégorie. Et donc dans mon cas, quand vous allez sur mon profil, vous en avez plusieurs, vous avez des designs, vous avez les projets de certains de mes testeurs, vous avez des informations globales, etc. Et notamment, il y en a une qui s'appelle Test Knitting, elle est bleu clair. Et là, vous avez toutes mes règles de test, voilà, et notamment le fait que si vous voulez recevoir mes appels au test, vous m'envoyez votre adresse mail, et ensuite je vous explique un peu ce que j'attends moi des testeurs, etc. Bref. Donc malgré le fait que cette information elle est dispo partout, que j'en parle souvent, forcément ça échappe à certains, et pour moi c'est pas acceptable de donner l'impression qu'il faut payer pour tester, mais enfin bref, voilà. Pour moi c'est évident, mais je constate que parfois il y a certains designers qui ont des pratiques au niveau du test qui sont pas hyper cool, et donc je comprends que c'est pas une évidence. Voilà, donc c'est mieux que ce soit plus simple et plus clair. Donc les appels au test maintenant c'est uniquement par mail. Si j'ai besoin de testeurs en plus, parfois je fais sur Instagram, mais voilà. Si vous me suiviez sur Patreon uniquement pour voir les appels au test, je comprends pas. Je comprends pas ce que vous faites. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas vu passer ce post, petite annonce, c'était pas du tout un avantage de Patreon, je tiens à être très claire là-dessus. Voilà. Je vais aller récupérer mon linge avant qu'il fonde. Parce que c'est... Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Récupérer mon chat avant qu'il, à lui tout seul, détruise l'entière population de cigales. Il s'en prend aux cigales. Bon, sauf qu'il en a peur, alors c'est assez drôle.
Marius n'avait jamais vu de cigale, parce qu'il n'y en a pas trop en Roumanie en fait, et donc il n'avait jamais vu une vraie cigale, et elle était très choquée de la taille du truc. J'ai dit oui. Et oui. Donc à la fois Marius et Mota ont peur des cigales, c'est fabuleux. Ils n'en ont pas peur, mais enfin, Marius n'en a pas peur. Mota, vraiment, il était pas très... il faisait pas le fier. Il faisait pas le fier. Bref, voilà pour ce petit podcast. Je vous retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera peut-être la présentation du Calmystère. Je vous fais un petit teasing. J'ai un livre que je n'ai pas lu, d'ailleurs. Mais j'ai un livre... Attendez, je vais faire ça bien. Je vais prendre le livre en question aussi, si je le trouve. Voilà. Vous montrer 2 livres, du coup, en lien avec le Calmystère. Donc ça, c'est le thème. Et ça, c'est l'ambiance. Voilà. Voilà. Donc, je vous parle de tout ça tout bientôt. Et je ferai d'autres vidéos. J'ai une vidéo inspiration chaussettes en jacquard qui arrive. J'ai vu que... comment elle s'appelle Madeline. Je veux qu'elle s'appelle Madeline, ce que j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à Céleste. Deline Tricot, je crois que c'est son nom sur YouTube, vient de faire une vidéo inspiration patron de chaussettes en jacquard. J'ai pas encore regardé, faut que je la regarde. Voilà, moi j'ai un petit bundle Ravelry aussi que j'ai envie de vous présenter, donc voilà, je vais faire ça aussi bientôt, c'était prévu. Mais juste ça me fait penser qu'elle vient d'en faire une aussi. Si vous ne la connaissez pas, elle fait des vlogs aussi tricot. Elle est couturière, je crois, de profession. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien la regarder. J'ai découvert il y a pas longtemps, comme beaucoup je pense, parce que au fil d'Horus et Sophie, au fil de la ruche. Vous l'avez fait exprès. Soit on en parlait. Et voilà, donc faut que je regarde sa vidéo. Mais j'ai prévu donc cette vidéo inspiration chaussettes en jacquard, moi aussi tout pareil, enfin pas tout pareil, mais voilà. Et oui, c'est les prochaines vidéos qui sont prévues sur cette chaîne. J'ai un truc dans l'œil, je ne sais pas quoi, mais voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite un très bon été. J'espère que si vous êtes dans le nord, vous avez quand même fini par avoir un peu de soleil. J'espère que si vous êtes dans le sud comme moi, ça va. Ouais, ouais, c'est super. C'est génial, on adore. Ça va, j'ai pas trop à me plaindre parce que les parents de Marius, du coup en Roumanie, c'était une catastrophe. Ça fait 2 mois qu'il fait 45 degrés, c'est horrible. Bref, voilà. À bientôt. Passez une belle suite de votre journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!